Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prépa ECG, le média qui aide les étudiants à réussir les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Alors, pour cette première vidéo pédagogique, on a envie d'explorer le fait de commencer sa classe préparatoire, de débuter sa première année. C'est une étape charnière dans sa vie en prépa. C'est un moment souvent qui mêle l'excitation. Vous avez réussi à avoir une prépa sur Parcoursup. Vous avez aussi un peu d'appréhension parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez un véritable challenge intellectuel. Au moment où on publie cette vidéo, vous avez probablement eu vos premières colles, potentiellement vos premiers DS, vos premières notes, souvent assez basses. Et dans cette vidéo et dans tout ce qu'on va faire avec Prépa ECG, on va se donner un unique objectif, c'est de vous donner les meilleurs conseils pour réussir les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Alors peut-être un petit mot sur moi, qui je suis. Alors je m'appelle Mehdi Cornier, j'ai désormais 30 ans et je suis spécialisé dans la classe préparatoire depuis 2014 parce que j'ai créé, il fut un certain temps, le site internet Major Prépa, alors que j'étais moi-même étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles du côté de Versailles dans le lycée La Bruyère. Et je me suis passionné par la méthodologie, par le fait de transmettre les différentes manières de réussir son concours d'entrée aux grandes écoles de commerce, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre de mes locaux de mon école qui s'appelle Empower College, je vais vous donner des conseils avec cette chaîne YouTube, ce média, et ces contenus qu'on vous mettra à disposition pour vous permettre de réussir le concours. Alors le texte et le tout dans cette présentation, vous pouvez les recevoir par email. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rentrer vos coordonnées sur la page qui sera en description, et vous aurez donc ce petit guide méthodologique. Alors peut-être pour commencer, mon parcours, parce que au fond, pour être légitime à vous épauler dans votre parcours en prépa, eh bien il faut que je vous parle de mon parcours et des étapes par lesquelles je suis passé pour me permettre aujourd'hui de vous épauler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait une petite classe préparatoire, le lycée La Bruyère de Versailles. Donc à Versailles, vous savez, on a Hoche, Ginette, Grandchamp, et on a une petite prépa qui s'appelle le lycée La Bruyère. J'y ai été admis en 2012 et c'est une petite prépa qui, alors, ne gagnait probablement pas les classements l'étudiant dans le top des meilleures prépas ou le classement de challenge, qui était a priori peut-être meilleur en sport que les autres, mais sur laquelle on avait une qualité de vie tout bonnement exceptionnelle. On avait des profs de qualité formidable. Je repense à Monsieur Boileau, Madame Battistoni, Monsieur Sfez, entre autres, qui malheureusement n'officie plus aujourd'hui. Peut-être Madame Boué y est encore, mais c'est une prépa qui, pour le coup, est une superbe prépa pour les profils qui, comme moi, n'étaient pas excellents au lycée. Au lycée, j'avais peut-être entre 13, 14, 15 de moyenne lors de mes derniers trimestres, et qui veulent garder une prépa assez chouette, une prépa humaine, qui ne met pas une pression nauséabonde, mais une pression qui pousse vers le haut. Et de cette prépa, donc, c'est une prépa que j'ai fréquentée pendant 3 ans et qui m'a permis d'avoir l'EDEC en carré. J'ai décidé de cuber pour avoir HEC. Alors, potentiellement, si j'ai mis 3 ans à avoir ma prépa, c'est que j'étais pas le meilleur des étudiants. Mais ayant appris de mes erreurs, eh ben, je vais vous permettre, vous, de commencer votre entrée de la meilleure des manières en évitant des erreurs que j'ai pu faire moi. Alors, dans ce guide complet, on va parler de 3 piliers non négociables pour réussir sa classe préparatoire. C'est l'organisation, le sommeil, pour le coup, c'est quelque chose que vous avez peut-être commencé sur lequel vous pouvez commencer à avoir des difficultés dès à présent. Et l'entraide dans votre prépa, c'est plus qu'important. Ensuite, on va parler des 7 erreurs que font généralement les bisus lorsqu'ils commencent sur la classe préparatoire. Des erreurs que j'ai pu voir, que j'ai probablement aussi faites moi-même dans beaucoup de cas, parce que j'ai commencé avec des notes relativement faibles. On passera aux routines quotidiennes adoptées quand on est étudiant en classe préparatoire. C'est hyper important pour le coup d'être très structuré, très organisé, d'avoir un planning qui ne change pas de semaine en semaine en se disant pas j'ai DS de maths donc je fais que des maths cette semaine, j'ai DS de géopo, je fais que de la géopo. Non, c'est le meilleur moyen d'optimiser ses notes à court terme. Or, la prépa, la seule chose qui compte, c'est vos notes le jour du concours. Enfin, on évoquera des méthodes de travail spécifiques et le planning des 30 premiers jours. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo en ayant déjà fait 30 jours en prépa, c'est pas très grave, ça peut vous permettre aussi de peut-être revenir sur les fondamentaux et de changer votre méthodologie de travail si vous jugez que la vôtre n'est pas forcément bonne. Alors, j'ai envie peut-être avant toute chose de changer l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on commence sa classe préparatoire, on pense uniquement au rythme de travail. On se dit, je suis dans une filière, je vais devoir bosser
15 heures par jour, sans m'arrêter. Je prends des sandwichs triangle saut des bowls midi parce que j'ai pas le temps de manger, je dois réviser, etc. Ça, pour le coup, c'est l'autoroute vers l'échec. La prépa, c'est pas que travailler. Il est important de travailler aussi peut-être son corps, faire du sport. Pour le coup, trop d'étudiants arrêtent le sport en prépa, c'est la pire chose à faire. Vous devez continuer de faire du sport. Dans les faits, la réalité, c'est qu'il faut être efficace. On ne va pas mesurer votre quantité de travail, on va plutôt mesurer votre qualité de travail et votre capacité à faire en sorte que chaque heure travaillée soit utile. En prépa, c'est simple, et d'ailleurs Ginette le dit à ses étudiants lorsqu'ils rentrent, soyez feignants. Ça veut dire qu'on ne va pas récompenser l'étudiant qui aura le plus travaillé. Sur votre concours, pendant votre concours, sur votre copie de maths HEC, il n'y aura pas écrit Mehdi Cornier a bossé 1352 heures de mathématiques durant ses 3 années de classe préparatoire. Non, cette information ne figure nulle part. Ce qui compte, c'est le fait de répondre aux questions du sujet que vous avez en face de vous. Donc l'état d'esprit de la prépa, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais c'est la qualité de ce dernier. Et souvent, quand on commence à prépa et qu'on est complètement débordé et qu'on est souvent désorganisé, on va se mettre à avoir une quantité de travail qui ne correspond pas du tout aux impératifs de qualité. Ensuite, grosse idée, on va parler correctement français, les camarades d'une prépa, ce sont vos alliés. On a souvent peut-être une image d'Épinal où les préparationnaires entre eux se détesteraient, etc. Bon, hormis une trousse qu'on m'a jetée en cube, je n'ai pas pu retrouver. En général, en prépa, il y a assez peu d'esprit de compétition. Il y a de la place pour toute une classe dans les meilleures grandes écoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des classes préparatoires comme Ginette ou Stanislas réussissent aussi bien chaque année à placer autant d'étudiants dans les 3 parisiennes et plus spécifiquement à HEC, c'est qu'il y a de l'entraide, et il y a de l'entraide dans une classe, il y a de l'entraide d'une année à l'autre où les étudiants sur le fil des sujets s'entraînent entre eux, ont des systèmes de parrainage, de mentorat, et dans une classe, ça peut se manifester de plusieurs des manières par des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, le sujet des premières notes. Les premières notes, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ces notes-là vont être souvent le reflet de potentiellement l'avance que vous avez pu prendre au lycée. Je vous donne l'exemple du lycée La Bruyère. Au début en mathématiques, ma première note, ça devait être un 8 sur 20. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma classe, je devais être peut-être 20e de ce premier DS. Alors qu'à la fin, j'étais quasiment, j'avais eu les meilleures notes au concours en mathématiques, on est entre 17 et 20 partout. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes en prépa, les premières notes sont en général très mauvaises, ça dépend de la manière de noter de vos profs, vous avez des profs qui vont vous noter de manière très sévère avec parfois des notes négatives en langue vivante notamment. On connaît les moins 20 sur 20 en thème ou en version parce que c'est des points fautes et donc vous pouvez vite passer en dessous du 0. Et pour le coup, c'est des notes qui peuvent totalement vous démotiver. Et vous pouvez vous dire d'un coup, on le verra un peu par la suite, oh je suis nul en maths, je peux pas faire ça. Et pour le coup non. Vous devez continuer toujours à être efficace et performant. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui ne doit pas vous démotiver. Sachant que les notes c'est une mesure à un instant T. Et si je vous donne l'exemple de la culture générale, je pense qu'en première année j'ai peut-être eu une fois la moyenne à 11, sinon j'avais que des notes entre 5 et 9 au concours. À HEC j'ai eu 18. Pourquoi ? Parce que la prépa, c'est de l'apprentissage continu. Ce n'est pas une évaluation des notes à l'instant T et c'est vraiment important de le garder en tête. Ensuite, donc je vous ai parlé tout à l'heure des 3 piliers fondamentaux d'une rentrée réussie en prépa. On a l'organisation, le sommeil et l'entraide. Alors, premier pilier, c'est l'organisation. Pour le coup, il faut réellement avoir un planning de révision. Et ce planning de révision, il va se faire de la manière suivante. Il va être fixe toutes les semaines. C'est-à-dire que vous allez garder vos heures de cours sur des créneaux fixes toutes les semaines. Et vous allez, à côté de ça, pour les heures du soir et du week-end, avoir des créneaux qui seront toujours fixes en vous laissant l'unique liberté le vendredi soir de travailler la matière du DS que vous aurez le samedi ou le dimanche soir si vous avez un DS le lundi, mais en général c'est plutôt le samedi. Et donc quel est le volume horaire que l'on met sur son planning de cours ? Eh bien pour le coup c'est relativement simple. En semaine vous allez avoir des maths parce que les maths c'est la matière la plus importante en termes de coefficients, notamment lorsqu'on vise les toutes meilleures écoles, ces écoles qui vont faire en sorte que faire une prépa soit rentable. Donc vous allez en mathématiques faire 2h30 de mathématiques
tous les jours. C'est vraiment important de faire des maths. C'est la matière qui vous récompensera le plus au concours et c'est peut-être la matière où la variance des notes au concours va le moins dépendre de l'humeur du correcteur, contrairement à une dissertation où un prof peut très bien mettre 18 à une copie, 13 à une autre. On l'a très souvent vu avec à l'époque Major Prépa. Deuxièmement, votre matière secondaire, vous êtes en géopolitique ou en ESH, et ça, pour le coup, vous devez la travailler relativement à fond, notamment si vous visez peut-être pas forcément les parisiennes, mais les écoles qui vont avoir des coefs entre 6 et 7 sur ces matières-là, sur 30 aux écrits, avec 1h30 à 2 heures de géopolitique ou de SH. Pour le coup, c'est hyper important de travailler ces matières-là en alternance avec la culture générale, où vous pouvez y consacrer 1h15 à 1h30 de culture générale par jour, sachant que sur chaque journée, je conseille 5 heures de travail personnel. Donc vous alternez la géopolitique ou le SH avec la culture générale. Je n'ai pas précisé correctement dans cette présentation. Et évidemment, tous les jours, il faut bosser les langues, donc 1 heure de langue par jour. Voilà, pour le coup, l'anglais, que ce soit par la lecture de l'actualité, qui peut aussi vous aider en ESH ou en géopolitique, ou votre LV2, ça vous aide aussi d'ailleurs, c'est hyper important. Ensuite, pour le week-end, je vous conseille, alors le week-end en général, on a 1 journée et demie de disponible. Vous faites 5 à 6 heures de mathématiques, donc pour le coup, notamment le créneau du dimanche matin de 3-4 heures en maths, c'est un indéboulonnable qui marche relativement bien, avec 2h30 à 3 heures de géopolitique ou de SH, 2 heures à 2h30 de culture générale, toujours un petit peu moins parce que c'est un peu moins coefficienté, donc on travaille un peu moins, et enfin 2 heures de LV1, 2 heures de LV2, ça vous fait un week-end, pour le coup, hyper rempli. Juste peut-être avant de passer à la suite, ce planning, il est purement théorique. Vous voyez un volume horaire qui peut vous sembler énormissime. 5 heures de travail personnel par jour. Le week-end, on en a une petite quinzaine. Pour le coup, et je vais être hyper honnête, je l'ai quasiment jamais tenu ce planning. C'était mon planning, c'était mon idéal, mais parfois quand j'avais envie de faire autre chose, je sais pas, le dimanche après-midi, j'allais pas travailler, j'allais pas travailler parfois toute l'après-midi. Une course de F1 que je voulais regarder, je regardais ma course de F1. Quand il y a des courses cyclistes, le Paris-Roubaix ou le Paris-Nice, je regardais ces courses-là. Et c'était pas très grave au fond de pas faire ce travail-là. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai mis 3 ans à l'école que je voulais. Mais il ne faut pas vous oublier complètement et ne pas vous enfermer dans une bulle où vous ne feriez que travailler et à oublier vos loisirs et ce qui vous fait kiffer tout simplement votre vie de jeune. Ensuite, concernant les outils, il est hyper important d'être structuré et organisé dans votre approche du travail. Et ça, c'est valable aussi bien pour les étudiants qui sont préparationnaires que pour les étudiants qui seraient dans d'autres filières. Alors, premièrement, un agenda, papier ou numérique. Alors, j'avais l'agenda numérique, donc j'ai adapté le planning vu précédemment à chaque semaine avec mes créneaux de colle et le DS de la fin de la semaine où j'ai ajouté potentiellement 1 heure de révision de la matière du DS la veille au soir, pas plus, parce que pour le coup, je ne l'ai pas bossé sur ce rythme de DS, c'était mon choix, en me disant que je me focalise concours et je ne me focalisais pas sur les notes à l'instant T. Un ordi qualitatif, certains profs peuvent ne pas les apprécier. Je trouve ça vraiment absurde. Le fait d'avoir un ordi, c'est hyper important. Pour le coup, je prenais toutes mes notes à l'ordinateur en cours de géopolitique et je n'avais pas de fiche. Je me basais uniquement sur mes notes et j'avais un code couleur distinctif avec mes dates surlignées en bleu, les concepts importants surlignés en jaune et les références livres ou concepts surlignés en vert. C'était le code couleur de ma prépa. C'est un code couleur que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui. Quand je prends des notes, c'est hyper important. Et évidemment, mon planning hebdomadaire était constamment affiché sur la porte de ma chambre. C'était un fondamental. Ensuite, deuxième pilier, c'est le sommeil. Il faut dormir. C'est un sujet qui me taraude parce que aujourd'hui, je gère un peu hors collège, qui est une école qui fait du BTS, qui aide des jeunes à intégrer des grandes écoles. Et on voit que le sommeil, c'est potentiellement le premier facteur d'improductivité des étudiants aujourd'hui. Que ce soit en classe préparatoire ou ailleurs, le sommeil, ça importe vraiment. On ne vous dit pas ça pour le plaisir autre. Bien dormir, c'est vous permettre d'être en forme et d'être alerte en cours. Et effectivement, il m'arrivait en prépa ou en cours de dormir parce que j'étais pas en forme, mais il est hyper important de dormir correctement parce que vous pouvez entrer dans un cercle malheureusement vicieux.
Et pour le sommeil, quelques astuces relativement simples, mais déjà, il faut toujours avoir la même heure de coucher, quoi qu'il advienne. Vraiment, vous pouvez avoir des devoirs le lendemain, vous pouvez avoir plein de choses le lendemain. Respectez scrupuleusement votre heure de coucher. Chez moi, c'était 23h10 en prépa, tous les soirs à 23h10, quoi qu'il, j'allais me coucher. Ensuite, j'avais une alarme de transition, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir d'écran devant mes yeux une demi-heure avant de me coucher. Aujourd'hui, on recommanderait même potentiellement plutôt 1 heure, mais le fait d'avoir un écran devant vos yeux avant de vous coucher, c'est vraiment dangereux, notamment si vous n'avez pas généré assez de fatigue dans votre corps. Si vous faites du sport, vous pouvez finalement avoir un écran devant vos yeux 5 minutes avant de dormir, vous dormirez très bien, parce que vous aurez créé une fatigue physique qui dépassera les effets de l'écran et de la lumière bleue sur votre cerveau, mais faites-le. Et éteignez vos écrans. Potentiellement d'ailleurs quand vous travaillez, votre écran est en mode avion dans votre sac ou ailleurs, surtout pas sur votre table. Troisièmement, un rituel de transition. Pour le coup, j'ai mis range ton bureau, prends un bouquin apaisant. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis très bordélique, donc je ne rangeais clairement pas mon bureau tous les soirs. Mais ce qui m'arrivait, ce que je faisais souvent pour dormir, c'est que finalement, j'avais extinction des feux à 23h10, je prenais un bouquin ou un magazine et je m'endormais en lisant. C'était très courant. Et enfin, ça c'est super dur à faire, c'est de respecter le fait de continuer à avoir ce rythme le week-end. Le week-end, en général, on n'a pas forcément cette envie de continuer à se coucher tôt et à se lever tôt. Alors évidemment, il y a des week-ends où je me suis couché hyper tard parce que je voulais faire des soirées, etc. Il ne faut surtout pas sacrifier sa vie commune. Mais je tentais aussi bien que possible de garder ce rythme-là et de faire en sorte que le week-end, je me lève tous les jours à 7h et que je prenne mon petit déj à 7h10 ou 7h30 si j'allais courir une demi-heure avant. Mais vraiment, j'essayais de garder ce rythme-là. Pilier 3, l'entraide. Ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait vraiment au lycée de la Bruyère à Versailles et qu'on retrouve beaucoup dans des lycées qui sont peut-être moins cotés, qui ne sont peut-être pas ceux qui vont le plus briller dans les classements, mais qui seront des lycées où vous allez maximiser votre potentiel d'intégration et où ceux qui travaillent avec méthode intègrent aussi potentiellement des parisiennes, des écoles du top 5, 7, 8, 6e, mais en ayant profité de leur prépa et en ne l'ayant pas vécu comme une forme de bagne. Et donc pour le coup, il est vraiment important de créer des liens avec ses camarades de classe au plus vite. Sur l'entraide, il y a différentes manières de le faire. Le premier moyen d'avoir de l'entraide avec vos camarades, c'est tout simplement d'avoir des groupes de travail par matière. Pour le coup, on avait souvent des profils plus matheux ou plus littéraires et il était très courant que l'on crée des groupes de travail par matière où ceux qui étaient bons en maths pouvaient aider ceux qui étaient bons en culture générale et vice versa. Ça marchait relativement bien. Idem, notamment en langue vivante, en géopolitique, en culture générale, on faisait pas mal de simulations de colle. Ça marchait vraiment très bien. Et donc ça, c'est des formats qui sont assez simples à faire. Ensuite, un vrai sujet qui apportait pas mal, c'est en maths. En maths, on allait s'asseoir et on se faisait réciter nos théorèmes en se mettant au tableau et en récitant toutes les hypothèses et toutes les manières de s'assurer que les hypothèses permettent l'application d'un théorème, parce qu'en maths, si vous manquez une hypothèse dans votre raisonnement écrit, vous n'aurez pas tous les points à la question donnée, donc on s'entraîne à faire ça, et ça compte aussi pour la question de cours à HEC, où si vous n'avez pas réussi la question de cours en mathématiques, vous êtes noté sur 10, donc pour le coup, vous n'aurez pas plus de 10. Donc c'est hyper important que de maîtriser vraiment cela. Ensuite, on avait des sessions de révision collective avec une session dans la semaine maximum avant le DS où on se prenait donc souvent 1 heure après le dîner à la cantine le vendredi soir pour réviser la matière du DS de la semaine. C'était le seul moment où on se permettait de dériver du programme pour aller justement chercher la révision d'une matière différente. Enfin, la résolution collaborative, ça c'est quelque chose qui arrivera peut-être un peu plus tard dans l'année, vous pouvez commencer à faire sur vos premiers DM, mais le fait de travailler en commun autour de vos matières vous permet de commencer d'ores et déjà à tisser des liens avec vos camarades et à faire en sorte que vous commenciez à réviser de manière collective. Enfin, un groupe WhatsApp de classe, à l'époque c'était Facebook, mais le groupe WhatsApp de classe c'est hyper important pour transmettre un maximum d'informations. C'est souvent plus réaliste dans les lycées qui ont une classe unique par section avec des groupes de 30 parce que des groupes de WhatsApp à 150 ça peut vite déborder. Mais il est hyper important d'avoir un groupe WhatsApp de classe. Ça vous permettra de partager des infos, de partager des succès, des échecs. Nous on avait des groupes Facebook de classe avec parfois des challenges, typiquement je sais pas, j'ai fait un championnat avec des points en fonction de
mots placés en cours. C'est très bête, c'est ludique, ça crée un esprit de classe et ça vous permet de vous entraider. Et enfin, bon, ça vous avez probablement déjà dû le faire depuis la rentrée, c'est de faire des soirées ensemble, de passer du temps ensemble. Pour le coup, cette entraide-là, cet esprit de promo fonctionne et je vous le dis à juste titre parce que aujourd'hui, peut-être le groupe d'amis avec lequel je passe le plus de temps, c'était le groupe de mes amis de l'internat que j'avais en 3e année et c'était donc avec eux que je passais le plus de temps. Et que je passe le plus de temps encore aujourd'hui on a changé d'étape de vie, on est sur l'anniversaire des 30 ans, les Pax, les mariages, etc. Et c'est toujours assez chouette de le faire. Deuxième gros pilier de cette vidéo, ce sont les 7 erreurs de bisu à éviter absolument. C'est documenté par aussi bien mon expérience personnelle que l'expérience de ceux qu'on a pu accompagner au fil du temps. Et on va commencer directement, c'est l'erreur numéro 1, on vient de l'aborder, c'est de sacrifier son sommeil pour réviser. C'est hyper tentant de se dire, non mais j'ai pas fini cette matière-là, j'ai DS d'anglais demain, donc je vais m'amuser à repasser sur le chapitre et à revoir mon contenu de manière plus approfondie. Mais c'est un cercle vicieux parce que si vous sacrifiez votre sommeil pour réviser, vous allez être moins concentré en cours, vous allez devoir rattraper le soir, vous allez dormir encore moins et vous allez être moins concentré. Et c'est un cercle vicieux, j'ai mis 4 étapes, j'aurais pu en mettre que 3. Mais pour le coup, le sommeil, c'est le premier facteur de baisse de la qualité de la concentration. C'est hyper dangereux de mal dormir et donc je vous invite vraiment à bien dormir parce que c'est la meilleure manière de se protéger d'un épuisement possible à long terme. Deuxième erreur, vouloir tout faire parfaitement dès le mois de septembre. On a souvent des profils en prépa qui sont perfectionnistes. D'ailleurs, perfectionniste, c'est le pire défaut à sortir en entretien de personnalité. Ça compte aussi beaucoup, on en parlera dans d'autres vidéos, mais être perfectionniste et penser que septembre vous suffira, ou octobre vous suffira pour mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir la prépa, ça relève de la chimère. C'est pas possible. Vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs, vous allez progresser et la prépa, c'est une étape. Et votre succès, vous serez d'autant plus fier de l'avoir que vous vous serez souvenu de ce que vous avez fait imparfaitement. Par exemple, j'ai d'autant plus apprécié mon 18 en culture générale HEC que j'ai été claqué au sol en première année en culture générale et même en deuxième année d'ailleurs. Et donc ça, pour le coup, vous ne ferez pas tout parfaitement en septembre. Et pour être honnête, c'est pour ça que j'ai fait 3 ans. J'ai eu besoin de plus de 2 ans pour faire les choses et d'ailleurs pas parfaitement, sinon j'aurais majoré le concours en ayant 20 partout, mais avec des imperfections, des notes que j'ai eues qui étaient chouettes ou moins chouettes. Mais ça, je vous conseille vraiment de bien faire attention à ne pas penser qu'il faut tout faire parfaitement pour réussir le concours. Troisièmement, dénigrer certaines matières. Ça, c'est un truc qui vous mène tout droit dans le mur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes nul en langue, que les maths, c'est pas pour vous. C'est des prophéties autorisatrices. La prépa, c'est tellement difficile par rapport aux autres filières du supérieur que à partir du moment où vous vous démotivez en vous disant que moi, mon cas, c'était je suis nul en philo. Vraiment, j'étais toute ma prépa, j'étais en mode je suis nul en philo, même pas en philo, plutôt en culture générale. C'était vraiment un truc qui me collait à la peau. J'aimais bien les maths, j'étais nul en maths au début, j'ai réussi à être un peu meilleur en maths par la suite et je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Et en culture générale, jusqu'au mois de janvier de mon année de cube, j'étais nul. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, le thème qu'on avait cette année-là, c'était la vérité. Et c'était trop cool à bosser. Et pour le coup, je me suis vraiment dit, ouais, en vrai, c'est cool. Et j'ai pris confiance en moi. Et j'ai vraiment arrêté de me dire, je suis nul en maths, je suis nul en culture générale, pardon. Et c'est comme ça que je me suis vraiment bougé. J'ai réagi. Et j'ai réussi à peu à peu monter mes notes en dissertation avant de réussir à avoir donc 18 à HEC sur le sujet qui était crépuscule de la vérité. Et donc j'avais tellement bien kiffé quelques bouquins autour du thème de la vérité que finalement j'ai pu sortir des références qui étaient d'ailleurs mentionnées dans le rapport de jury comme étant des références utiles pour traiter le sujet. Et donc j'étais bien content d'avoir cette note-là parce que ça m'a... Enfin, si on m'avait dit pendant un prépa que la culture générale allait me tirer ma moyenne à la hausse, j'y aurais vraiment pas cru. Donc ça, c'est un vrai gros sujet. Erreur numéro 4, ne pas avoir d'objectif clair. Vous devez, dès le début de votre prépa, vous dire « je fais une prépa pour viser telle école ». Pourquoi ? Parce que
quand on a ce sujet, quand on est en prépa, on fait un sacrifice. Aujourd'hui, pour intégrer une grande école de commerce, il y a une tonne de voies qui existent. Vous pouvez faire un bachelor, vous pouvez payer, je sais pas, HEC a lancé un bachelor à 70 000 € les 3 ans avec la Bocconi. Faites ce bachelor si vous voulez, allez à HEC dès le début de votre première année. Vous avez le SCP qui recrute chaque année plus de 1000 étudiants en bachelor. Vous avez des marques nationales, EM Lyon, EDEC, ESSEC, qui ont lancé des bachelors et qui ont de plus en plus d'étudiants dans ces filières-là. Vous avez fait le choix de faire une prépa. Vous avez donc fait un choix audacieux qui est un choix qui ne va pas forcément maximiser l'école que vous intégrerez parce qu'en bachelor c'est plus facile de le faire et qui ne va pas non plus maximiser l'école que vous intégrerez en programme grande école parce qu'à côté de ça il y a le concours AST. Par exemple, nous, chez Empower College, on prépare des étudiants à intégrer des grandes écoles par le concours AST. On prend des étudiants ici de tout milieu, qui n'ont pas forcément eu le bulletin scolaire ou l'orientation des parents pour leur dire dès la première, tu vas garder les mathématiques, c'est important pour faire une prépa. Donc on va prendre des étudiants venant de toutes les voies. Et d'ailleurs, on a même un partenariat avec l'EDEC à ce sujet-là. On va leur permettre, à travers un BTS en 2 ans, accompagné d'une préparation spécifique, de réussir les concours AST. Et ils auront des écoles que ces étudiants n'auront jamais en prépa. Et bien, idem, si vous faites une classe préparatoire, mettez-vous des ambitions. Vous n'allez pas faire une classe préparatoire pour intégrer la dernière école. Ça n'aurait aucun sens, malgré tout ce que l'écosystème essaie de vous faire croire aujourd'hui, à vous dire faites une prépa et puis au fond, pour l'équilibre du système, il faut qu'il y ait 25 écoles qui remplissent tout le concours. Non, vous avez fait une prépa, vous n'êtes pas là pour assurer l'équilibre d'un système, vous êtes là pour votre réussite individuelle. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet où beaucoup de médias aujourd'hui se mettent dans des postures peut-être plus politiques et économiques afin de capter des budgets de plus petites écoles, au lieu de vous dire, bah non, vous êtes en prépa, vous devez viser la meilleure école possible et tout faire pour que ça fonctionne. D'ailleurs, spoiler alert, vous pouvez viser très haut et finalement avoir une petite école au concours. En dehors du top 5-8, votre recruteur ne dira pas « Ah bah tiens, cette personne-là fait l'école classée numéro 12 au CIGEM, je la préfère une école à une personne qui a fait une école classée numéro 23. » Non, les grosses différences se font sur les parisiennes, ou si vous voulez bosser en conseil en stratégie chez McKinsey, BNBCG, bah avoir les 3 écoles ça compte. Avoir HEC peut être un plus, effectivement, quand vous voulez avoir des métiers de très haut niveau. Avoir une top 5, top 4, notamment avec les decks en finance, ça fait des différences, mais derrière, au fond, ce qui va réellement compter dans votre carrière, c'est moins l'école que vous avez aujourd'hui que votre capacité à l'utiliser. Par exemple, je connais des chômeurs sortant d'HEC, dans ma promo, il y en a eu, il y en a qui sont au chômage aujourd'hui, et je connais des diplômés des 5 dernières écoles du CIGEM qui ont vendu leur boîte pour plus de 100 millions d'euros. C'est tout à fait possible, donc l'école ne vous dit pas tout. En revanche, si vous êtes en prépa, vous devez viser très haut, quitte à vous rater le jour du concours, c'est pas grave, et les écoles que vous intégrerez sont chouettes, et là n'est pas le sujet, mais vous devez viser haut. Et moi, à titre personnel, je voulais vraiment faire de mon mieux, et donc je me disais, ma mère sait à peine lire le français, mon père a même pas de CAP, je voulais me dire, je pars du plus bas, en termes de capital économique, culturel, de réseau, je vais partir du plus bas et aller au plus haut, donc je voulais absolument avoir HEC. En 2e année, quand j'ai eu les decks, j'ai dit que à ma prof de géopolitique, Madame Battistoni, que je voulais absolument QB pour avoir HEC, et sa réponse était que vous serez capable de faire mieux. Je n'en doute pas, refaire une 2e année, donc une deuxième année, voudra dire de travailler vraiment dans l'optique d'HEC. J'ai eu HEC. Et donc elle m'a vraiment mis un objectif clair en cube, c'est je cube pour avoir HEC. Point. Je voulais même pas entendre parler de l'ESSEC, je travaillais à peine les épreuves ESSEC, le SCP encore moins. J'étais focalisé sur mon objectif. Et pour le coup, souvent, on va on est dans une société qui va vous empêcher de viser haut en vous restreignant par le bas, en vous disant non, mais attends, tu peux pas, etc. Non, pour le coup, dès votre première année, vous aurez des objectifs clairs et vous ne devez pas vous interdire de viser haut. Dernière anecdote, parce que je parle quand même beaucoup de moi dans cette vidéo, bon, vous direz c'est un peu le sujet aussi. En première année, on a eu un prospectus de l'ENSEI. Et à l'époque, j'étais pas très bon en maths, j'avais moins de 10 de moyenne. Le prof de maths disait, non mais alors vous, si vous avez une top 5, ce serait vraiment grandiose. Bon j'ai cubé sur une top 5 et j'ai eu HEC. Donc autant vous dire que vous aurez souvent des objections sur vos objectifs, on vous dira, non mais tu veux pas viser ça, non mais toi avoir ça c'est pas possible, etc. Mais avec une bonne méthode et en appliquant les bons conseils, vous aurez l'école de vos rêves. 5e erreur, faire passer la prépa avant sa santé. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec des étudiants qui arrêtent complètement le sport, négligent leur alimentation, coupent leurs liens sociaux, ne voient plus leurs potes le week-end. Ils sont ces étudiants-là vont quasiment systématiquement
burn-out très rapidement parce que il est important de garder une vie sociale à côté. Je continue à faire du tennis le week-end avec mes potes de lycée, je continue à les voir, je continue à faire même quelques soirées par-ci par-là. Et par contre, le sport, c'était un fondamental. Voilà, on a souvent des étudiants qui sortent de prépa, qui arrivent en grande école et qui sont des larves sportives. Non, continue à faire du sport en prépa. D'ailleurs, certaines prépas, je reparle de Ginette encore, mais ont des terrains de sport dans le lycée pour que les étudiants puissent continuer de pratiquer. Et je suis persuadé que ce n'est pas étranger à la réussite d'une prépa comme ça que d'avoir accès à des infrastructures sportives et d'obliger les étudiants à faire du sport. Alors dans le planning de prépa, vous avez en théorie 2 heures de PS par semaine, on doit vous laisser accès à des infrastructures. Souvent, on sait que ça se fait pas vraiment, mais on vous invite vraiment à faire du sport. Et à titre personnel, le sport que j'ai découvert en prépa, c'était la course à pied. Et donc je me suis mis à courir 2 à 3 fois par semaine et à faire peut-être une sortie de VTT le week-end parce que c'est ce que je pouvais caler en termes de temps. Et cette habitude sportive que j'ai prise en prépa, c'est une habitude que j'ai conservée tout au long de ma vie. Et donc je continue de courir énormément aujourd'hui et c'est quelque chose qui importe aussi pas mal dans le fait d'avoir une santé et de se sentir bien en faisant du sport. C'est vraiment important. Ensuite, l'erreur numéro 6, c'est de passer son temps à comparer ses résultats avec ses camarades. On a dans les prépas souvent, on connaît un de profils qui vont passer leur temps à essayer de calculer est-ce que j'ai fait 17e ou 21e sur cette colle, etc. C'est con. Votre ennemi en prépa, c'est plus vous-même que vos camarades. Et c'est d'une part vous-même, c'est pas vos camarades, et c'est surtout les 8 milieux de préparationnaires qui passent le concours en même temps que vous. C'est là le vrai sujet. Vous ne devez pas penser que votre comparaison et votre classement, même en première année, sera vraiment le meilleur indicateur d'intégration en deuxième année. On a souvent des étudiants qui se révèlent sur le tard. On a des étudiants qui ont travaillé pour le concours. À l'inverse, on a d'autres qui travaillaient uniquement pour avoir des bonnes notes en DS, et ça, on le voit très vite. Donc, pour le coup, compare-toi uniquement à toi-même. C'est vraiment le conseil et le pendant de l'erreur numéro 6. 7e erreur, et ça c'est un truc qui me rend fou, c'est négliger la méthodologie. Je pense que si aujourd'hui on faisait un sondage, en avril-mai dernier, lors du dernier passage de concours, si on demandait aux étudiants qui passaient les épreuves avez-vous lu les rapports du jury des 5-6 dernières années concernant l'épreuve que vous venez de passer, 80% des étudiants diraient non. Et ça me rend fou parce que vous allez travailler des centaines, voire plus de 1000 heures sur chacune des matières que vous avez en classe préparatoire. Vous passez votre temps à lire vos fiches, vos notes de cours, faire des exos, des annales, etc. Et souvent, les étudiants ne prennent même pas 2, 3, 4 heures pour éplucher l'ensemble des rapports de jury du concours qui sont le document qui permettent de savoir ce qu'il faut faire le jour du concours. Et ça, c'est le pendant d'un fait qui est très communément vu en prépa, c'est de ne pas avoir de méthode. On a des étudiants qui travaillent sans méthode. Et je pense que, très facilement, 2/3 des étudiants en classe préparatoire, si je me base sur mon expérience de 9 ans en gérant major prépa de 2014 à fin 2022, on a 2/3 des étudiants qui n'ont pas de méthode, qui bossent comme des blops et ils vont travailler à fond, ils vont ne jamais regarder d'articles de méthodologie, ne jamais se remettre en question dessus, ne jamais, par exemple, truc très bête, vous avez des copies de langue, regardez vos erreurs, mais faites un cahier avec toutes vos erreurs en version, en thème. Alors la version a tendance à disparaître, mais regardez toutes les erreurs que vous faites pour ne plus les refaire. Idem en mathématiques. Vous avez un théorème, typiquement, j'avais un pote, il oubliait toujours une phrase quand il rédigeait son raisonnement par récurrence. Mais il l'avait noté nulle part. Et à chaque fois, il perdait des points, parce que le raisonnement par récurrence arrivait hyper souvent en maths, il perdait toujours des points sur le raisonnement en récurrence. Et ça me rendait où je me dis, mais tu veux pas noter quelque part et tout? Et non. Donc pas de méthode égale pas de points au concours. Et c'est vraiment absurde pour le coup. Allez. On passe sur de la routine. Alors ça, c'est une routine à titre indicatif. Je vous dis pas faites exactement comme moi, c'est la meilleure des méthodes. Néanmoins, je pars du principe que ça peut vous aider que d'avoir une vision sur ce qui peut être chouette de faire. En est un exemple. Pour le coup, je vous donne ma routine que j'utilise en prépa. Donc, à titre personnel,
le démarrage, j'ai fait une erreur de copie, je corrigerai dans la version. Donc de 6h30 à 7h30, c'était lever heure fixe. Donc moi c'était 7h et si je voulais aller courir le matin avant que le petit déj soit servi, j'allais courir vers 6h35, 6h40 et donc je me réveillais à 6h30, le temps de me mettre un peu d'eau, de boire pour ne plus être à jeun et déshydraté. Je faisais ça. Douche froide, ça pour le coup c'est quelque chose que je faisais toujours en prépa. Je mettais la douche au minimum en termes de température et la douche froide avant soit d'aller prendre son petit déj à 7h10 soit après avoir couru à 7h10, elle vous réveille et elle vous met très bien pour toute la journée. Et le petit déj, pour le coup, ne manquez pas ce repas. C'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez travailler 4 heures le matin en n'ayant pas de carburant, alors que d'autres récolteront du carburant. Je sais pas, c'est comme faire un marathon sans se ravitailler. Voilà, il y en a plein qui disent je suis adepte du jeûne intermittent, j'ai pas le temps de petit déj le matin, etc. C'est simple, ceux qui mangent le matin ont plus d'énergie et bosseront mieux que ceux qui mangent pas le matin. Voilà, c'est aussi bête que ça. Si vous voulez ne pas prendre de petit déj le matin, faites-le, vous aurez moins d'énergie que ceux qui auront pris un petit déj, même basique. Donc ça, c'est hyper important. Et si vous pensez que votre jeûne intermittent, que votre régime, machin chouette, nécessite de ne pas avoir d'énergie le matin, vous serez tout simplement moins efficace. Mais bon, tant mieux. Pour le coup, si certains font ça, ça laissera la place à d'autres qui, pour le coup, optimisent et ont la conscience que pour avoir de l'énergie pour travailler le matin, il faut manger, tout simplement. Ensuite, trajet et actu. Alors, pour le coup, j'étais à l'internat, donc j'avais pas vraiment de trajet, si ce n'est de descendre de ma chambre, d'aller au petit déj, etc. Mais je profitais de ce temps-là toujours pour lire l'actualité. À l'époque, Le Monde avait 5 actus publiés tous les matins sur une application mobile. Je crois que c'est plus le cas, mais Courrier International le fait aujourd'hui. Donc profitez de ce genre de ce type de contenu pour travailler et vous renseigner sur l'état du monde, c'est hyper important. Écoutez des podcasts d'éco de géopo, ça c'est aussi quelque chose qui importe vraiment. Sur les podcasts d'économie de géopolitique, on en a pas mal. On vous laissera aller sur le site PrépECG pour voir les articles qu'on a à ce sujet, mais pour le coup, c'est vraiment hyper important de changer les modalités d'absorption de contenu. Vous pouvez lire des textes, mais c'est très cool d'avoir des podcasts. Et il y a des petits cahiers aussi pour noter vos références. Et surtout, relisez vos cours précédents. Chaque matin, quand vous arrivez en cours de maths, de langue, tous les cours en fait, vous devez avoir lu le cours d'avant parce que le prof redémarre du cours précédent et c'est hyper important de gérer le tout. Ensuite, vous avez votre journée de cours, après-midi et soir. Souvent, après votre journée de cours, prenez un moment de pause. C'est hyper important moi je prenais un goûter, mais détendez-vous avec vos potes et préparez-vous à travailler le soir. Il est hyper important de prendre ce temps, de ne pas faire que travailler et que vous ayez ces moments-là avec vos amis parce que la prépa, c'est le fait d'avoir 20 ans, il n'y en a pas toujours 20 ans. Et donc il est hyper important de prendre du temps pour être à l'aise avec vos camarades. Ensuite, première session, je faisais toujours des maths. Après les cours, je voulais faire des maths, c'était vraiment mon b.a.-ba. Et donc, je relisais le cours précédent pendant 1 heure et exercice d'application ODM pendant 1 heure aussi. Ensuite, j'avais sur la session 2 la matière du jour, donc on parlait de géopolitique, de SH, de culture générale. Donc voilà, pour le coup, vous l'adaptez selon votre planning et vous pouvez pour le coup l'allonger, la raccourcir, ça dépend. Pour le coup, souvent je mettais les maths là, ou alors si j'avais je pouvais l'inverser, pour le coup c'était vraiment au fil de mon feeling. Je changeais sur des jours, mais parfois il m'arrivait plus souvent de mettre la matière du jour. Si j'étais fatigué, je faisais pas de maths là et je faisais les maths un peu après. Et si j'étais en forme, je faisais les maths là et j'inversais le tout. Vraiment, le planning, c'est un outil au service de votre productivité. Et les langues, souvent, en transition le soir. C'est toujours une matière assez cool à faire en transition. Ça ne demande pas trop d'énergie, contrairement aux mathématiques. Et ça vous permet d'être relativement à l'aise sur le reste. Et enfin, la préparation du lendemain, ce que je faisais. Donc voilà, si j'avais des cols, je m'amusais à refaire un peu de la matière de colle. Je faisais de la lecture aussi, je lisais beaucoup de livres en prépa. Et ça fait vraiment la différence entre ceux qui ont une maîtrise de façade et ceux qui maîtrisent vraiment un sujet. Donc pour le coup, lisez vraiment des bouquins, c'est hyper important. Et le week-end, j'avais effectivement ce rythme-là, donc je vous l'ai fait tout à l'heure, des maths en grosse dose, GeoPESH, Culture G, LV1 et LV2. Bon, ça c'est plus utile pour ceux qui verront le PDF que sur cette vidéo. Alors ensuite, quelques méthodes de travail par matière. Là aussi, je vous invite à remplir le formulaire pour recevoir ce PDF-là. Pour le cours, conseil relativement simple, vous devez ficher immédiatement chaque cours.
Vous faites un cours, vous le fichez en mathématiques, vous le revoyez, vous faites un cahier de méthode ou autre, mais vous devez le ficher, le revoir, réappliquer les démonstrations, vous devez les apprendre par cœur. Ça, pour le coup, c'est un attendu du concours. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, mémoriser toutes les conditions d'application. Idem, pour les exercices du cours, vous devez savoir les refaire à partir d'une page blanche. Donc entraînez-vous jusqu'à être capable de les refaire. Notamment, normalement, vos profs sont d'assez bon niveau pour faire en sorte que tous vos cours refaits soient de bon niveau. Faites-le et soyez capable de tenir votre cahier d'erreur, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, voilà, ce côté exercice quotidien plus du cours, voilà, je mettais 1 heure parce que je bossais, je potassais vraiment le cours, quitte à être un peu... à faire une fixette dessus, je mettais plutôt 60 minutes, mais une demi-heure minimum, c'est quand même bien. Et surtout, dès le milieu de la première année, vous pouvez commencer à faire vos premières annales. On commence en général par des annales EDEC qui sont relativement accessibles, mais avec le bouquin À vos maths de Sylvain Rondy, qui est la Bible. Enfin, c'est le bouquin qui m'a permis d'avoir vraiment maths à l'EDEC. Merci Sylvain Rondy. Mais une annale par jour, une annale par semaine, pardon, dès que possible. Donc dès le milieu de la première année, en début de première année, évidemment, vous n'avez pas le niveau pour avoir la capacité de répondre à des sujets de concours. En géopolitique en ESH, c'est une matière qui en vrai est trop cool. Vous vous ouvrez sur le monde, vous apprenez des choses que vous n'avez potentiellement jamais vues. Donc c'est vraiment la matière la plus cool à travailler. Et surtout, elle permet d'ancrer tous les faits d'actualité que vous voyez dans des bases théoriques un peu plus abouties. Et en ce sens, ce sont des matières qui sont hyper agréables à travailler. Et en prépa, j'étais en mode, mais comment peut-on lire le monde et comprendre le monde sans maîtriser ces éléments-là? Donc, revoyez le tout. Donc, idem pour le cours, vous pouvez créer des fiches thématiques. Alors, je ne fichais pas le cours, mais j'avais des fiches thématiques sur des grands enjeux, que je pouvais d'ailleurs faire en anglais si je voulais pouvoir mêler des enjeux de civilisation avec ça. Voilà, vous relisez vos cours, vos actus. Moi, j'avais mon code couleur pour faire ça. J'avais aussi des mind maps. C'est une technique qui peut vous aider. Alors, il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire des bonnes cartes mentales. L'actualité, ce que je disais, 15 minutes d'actu par jour, un cahier d'actu. Pour le coup, j'avais vraiment un cahier avec des accroches un peu stylées que je dénichais dans The Economist ou autre. Donc pour le coup, un carnet d'actu très clair avec des accroches qui font la différence au concours, ça marche pas mal, et des podcasts pour les trajets. Ou pendant que je faisais de la course à pied ou du vélo le week-end, ça ne payait pas de mine. Et pour les dissertations, amusez-vous à faire des plans détaillés. C'est un truc que je faisais assez souvent, avec un sujet par semaine traité en plan détaillé. Vos profs peuvent vous en donner, vous pouvez vous baser sur les annales de concours aussi, de thématiques que vous avez déjà vues, mais c'est hyper important. Et donc la banque des exemples qui figure dans votre cas d'actualité peut aussi être des plus utiles. Culture générale et langue, alors ça pour le coup, je veux dire, je suis un peu une fraude pour vous conseiller dessus parce que j'ai passé mon temps à être très mauvais. Mais voilà, pour vous donner les éléments qui m'ont permis de réussir en langue, c'était vraiment la régularité. Pour le coup, j'utilisais Interalex pour apprendre des mots de vocabulaire. Certains utilisent Anki, c'est assez équivalent, pour apprendre des mots nouveaux toutes les semaines. La grammaire, c'était un vrai sujet. Pour le coup, j'étais pas hyper à l'aise et donc c'était hyper... important pour moi de maîtriser les points de grammaire pour le tout, et donc un essai par semaine en LV1, un essai par quinzaine en LV2 et lire la presse étrangère. Voilà, franchement, je sais pas quoi dire de plus. J'ai jamais été très bon, je crois que j'ai dû avoir entre 11 et 14-15 au concours. Voilà, il y a probablement des gens plus doués que moi pour vous parler des langues. Peut-être qu'on les invitera à s'exprimer sur la chaîne de Prépa ECG. Enfin, pour la culture générale, ça vraiment le point qui m'a permis de réussir le concours, c'est de lire des œuvres du programme, donc du thème de l'année en entier. En première année, pas forcément. Enfin, en première année, lisez des œuvres plutôt générales, liées au programme de première année qui est très large, donc vous n'avez pas le thème de deuxième année, ça ne sert à rien d'anticiper. En revanche, j'avais cette volonté de maîtriser vraiment une œuvre à fond pour l'année, pour la deuxième année, et donc moi j'avais choisi la Mort d'Ivan Illich. Ça c'était vraiment c'est ce que j'ai lu à fond. J'avais fiché ma lecture avec des exemples précis, des passages précis du livre que j'ai pu mentionner dans ma dissertation, qui m'a permis d'avoir 18 alors que j'étais littéralement une quiche pendant mes 2 années. Et encore une fois, la méthode. Lisez les rapports du jury. On parle de la dissertation à foison dans ces rapports-là. Faites-le, c'est hyper important d'être à l'aise sur ce sujet-là et de ne pas faire d'erreur. Voilà. Ensuite, vrai point important sur lequel on peut aussi conclure en quelque sorte cette vidéo, c'est quelques tips pour maîtriser le tout. Premièrement, c'est de changer de mentalité.
On avait un livre qui s'appelle, qui en France a un titre un peu naze, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre est vraiment nul, je trouve, mais l'ouvrage en tout cas est pas mal, parce qu'en anglais c'est How to Make Friends and Influence People. Donc, vous voyez que j'étais une quiche en anglais, je le suis toujours. Mais dans ce livre-là, on parlait d'attitude mentale positive ou d'attitude mentale négative. En fait, en prépa, la plupart des gens qui ne vont pas réellement réussir et prendre le pli sont des gens qui ont des attitudes mentales négatives, qui vont toujours voir le verre même un quart vide. C'est-à-dire que quand même le verre est 3/4 plein, il est un quart vide. Et donc remplacer je suis nul en maths par j'ai de la marge de progression en mathématiques. Donc si vous avez des notes pourries, dites ouais, j'ai de la marge de progression en mathématiques. Et j'en avais d'ailleurs quand j'ai commencé la prépa. Idem, quand vous dites que quelque chose est trop dur, notamment en mathématiques, avec le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, bah moi j'étais en mode ouais, ça m'intéresse, ouais, c'est marrant, enfin dites que c'est intéressant. Et le classique de stylo main dans les cheveux, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai pas encore. C'est purement niais, on dirait un vieux conseil d'influenceur à 2 balles qui vous donne des conseils sur comment gagner 1 million d'euros de votre lit sans ne rien faire. Mais c'est con, mais ça marche en vrai. Adopter une attitude mentale positive, ça vous permettra réellement de rester chaud quand d'autres lâcheront un peu le tout. Donc bref, objectif des 30 premiers jours. Alors vous avez déjà probablement passé les 30 premiers jours ou pas encore, mais on remet les choses au clair. Premièrement, on découvre les profs et on s'adapte. On prend le rythme de la prépa. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire si vous allez commencer votre prépa bientôt ou que vous avez commencé à faire là. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre plus de semaines. On s'en fiche. L'essentiel, c'est de s'adapter et de se mettre au rythme de la prépa. Deuxièmement, vous devez mettre en place des routines. C'est hyper important de commencer très vite à avoir des routines de travail et de se mettre en ordre de marche pour commencer à avoir ses premières fiches et respecter son planning. Ensuite, vous devez monter en puissance. C'est-à-dire que probablement que vos premiers jours, vous ne réussissez pas à travailler 4 heures par jour en plus, ça peut être trop par rapport au lycée, vous ne réussissez pas à gérer votre sommeil, c'est pas grave, on a une montée en puissance, on commence à travailler avec ses potes, on commence à trouver des routines de travail avec les profs ou autres, c'est important. Et enfin, le but de votre dernière semaine de septembre et la 4e semaine de prépa, c'est finalement de faire le bilan de son organisation, de commencer aussi à voir ce qu'on peut tenir ou ne pas tenir. Est-ce que je suis capable de travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures tous les soirs? C'est hyper important de s'adapter à ce que l'on est capable de faire parce qu'un planning est au service de soi-même et pas l'inverse. Vous n'êtes pas au service de votre planning. Vous devez adapter vos modes de travail à ce que vous êtes capable de faire. Bref, quelques conseils bonus pour prendre une petite longueur d'avance. Premièrement, l'environnement de travail idéal. Voilà. Pour le coup, j'ai investi dans une chaise de gamer. C'était vraiment, je voulais être hyper confort. Ambiance calme. Alors j'avais cette manie d'écouter, j'étais capable d'écouter 50 fois les mêmes musiques de suite. C'était mon habitude de travail. Et donc j'avais ma playlist qui tournait en boucle, J'avais les 12-13 mêmes musiques. Et vraiment, j'avais un mood de travail. Et pendant 3 ans, je pense que j'ai dû écouter 50 musiques différentes à tout casser. Et j'ai cette capacité à écouter toujours la musique, mais je sais pas. Il y a des musiques dans lesquelles je me sentais bien. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Enfin, maîtriser les outils numériques, que ce soit des outils comme, alors à l'époque, il n'y avait pas Notion, mais Notion, c'est assez fou pour organiser ses notes, notamment faire de la veille ou autre, que ce soit Anki pour le vocabulaire ou Google Calendar pour le planning. À l'époque, je l'utilisais pas. J'aurais peut-être dû faire mon planning avec Google Calendar, avec cette capacité à toujours avoir des notifications. Et c'est ce qu'on utilise dans la vie professionnelle après, parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on doit s'organiser. Donc Google Calendar fonctionne vraiment bien. Développer votre réseau, c'est quelque chose qui importe beaucoup en école, mais que vous devez commencer déjà à faire quand vous êtes étudiant en classe préparatoire. Vous avez des anciens qui ont probablement intégré des bonnes écoles, vous avez potentiellement des programmes de parrainage et de mentorat dans votre classe préparatoire. Allez-y, ne faites pas à la sociale et pour le coup, ouvrez-vous à d'autres. Préparez-vous aux calls. Les premières calls ont dû déjà commencer. Il y a important de pouvoir commencer d'ores et déjà à avoir du feedback sur les euros. On n'oublie pas, les euros comptent autant, voire plus que les écrits. Je sais, les écrits c'est coef 30, les euros c'est coef 36. Bon, j'ai été très long sur cette vidéo, beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais dans tous les cas, cette présentation, vous l'avez en PDF, et si vous êtes capable de prendre 40 minutes pour réussir, c'est super. Donc je vous laisse avec quelques idées majeures.
L'organisation, c'est la priorité numéro 1, que ce soit en prépa, que ce soit dans votre vie perso, pro, dans le sport. L'organisation est hyper important. Deuxièmement, le soleil. Ouais, le soleil, c'est l'année numéro 1 aussi. Quand il fait bon, on va mieux, parce que là, en septembre, c'est le début des jours qui raccourcissent, c'est de la déprime hivernale. Mais non, le sommeil, c'est ton allié, pas ton ennemi. On cherche à dormir 7 à 8 heures par nuit. Pas moins. Ceux qui dorment 6 heures par nuit, alors au début ils font les malins, ouais t'inquiète, j'ai bossé jusqu'à 2 heures du matin. Bon, déjà flexer sur 6 heures de travail, c'est complètement con, parce que ça veut dire que tu travailles plus pour le même résultat. Donc on ne flexe pas, et en plus à long terme ça ne marche pas. Mais on essaie de dormir au maximum. L'entraide, pour le coup, on a d'innombrables cas dans des prépas de profils de gens qui sont en mode vas-y, moi, je vais pas bosser avec tout le monde, moi, c'est dans ma bulle, cette personne et tout, enfin, souvent des mecs. Spoiler alert, ils feront leur concours. Enfin, ça, c'est vu, revu et re-revu. Mais les types un peu chelous qui bossent de leur côté et qui pensent que les 30 pélos autour d'eux sont les ennemis à battre. J'en connais pas un qui a réussi à avoir son ambition. Donc ça c'est hyper courant, tandis que ceux qui sont dans l'entraide et le partage réussissent beaucoup mieux. D'ailleurs c'est con, mais après pas ça marche comme dans la vie. Ceux qui sont perso, qui ne veulent rien partager, ils ont peut-être d'ailleurs une meilleure école que ce qu'ils pourraient avoir seul, j'en sais rien, mais dans la vie de tous les jours ça marche pas. C'est le fait d'entraider, de donner du contenu qui réussit. Quand j'avais Major Prépa, j'avais un site où j'écrivais des articles pour aider d'autres personnes à réussir le concours. C'est complètement con, qui fait ça? Et pour autant, le fait d'écrire, de donner des conseils m'a permis moi-même de les appliquer, parce que sinon ça aurait été con d'être le cordonnier le moins bien chaussé des 8000 candidats qui passaient le concours, mais ça m'obligeait à aussi être bon, et donc l'entraide c'est vraiment ce qui fonctionne, et c'est comme ça d'ailleurs que Major Prépa a depuis 2014 réussi à s'imposer comme le média numéro 1 et être ce numéro 1 contesté jusqu'aujourd'hui. C'est parce que justement il y avait de l'entraide et il y avait cette volonté de s'engager pour que chacun puisse réussir le concours. La régularité, ça pour le coup, c'est un marathon, c'est pas un enchaînement de sprint. Vous pouvez courir, vous aurez plus de fatigue à courir 40 fois 100 mètres qu'à courir une fois 40 fois 100 mètres, ça fait 40 km. Non, ça fait 4 km. L'échec. Vous aurez plus de fatigue à courir 40 fois 100 mètres et donc à faire 4 km que de courir 7 km en intensité. Donc pour le coup, c'est un effort de temps long. La régularité bat l'intensité ponctuelle. Il en est de même en prépa. C'est indubitable. Et enfin, vos erreurs sont vos meilleurs alliés, parce que les erreurs, ça vous permet d'identifier un point faible à remédier. Et donc une erreur, la faire n'est pas très grave. L'idée, c'est de surtout ne pas la refaire. Voilà, c'est la prépa, c'est une aventure qui est vraiment chouette. Vous avez décidé de vous engager dedans, vous vous intéressez au fait de le faire. N'hésitez vraiment pas à contacter des personnes qui pourraient vous aider vers cette voie-là. Dans tous les cas, ce que je tiens à dire, c'est que chaque major de prépa a commencé par appliquer des méthodes, a commencé par réellement se remettre en question, structurer son travail. Vous n'aurez pas un candidat admis dans les toutes meilleures écoles qui n'aurait réussi que par son génie. Peut-être qu'il y en a, bon alors on les retrouve plus en prépa scientifique, avec ce génie des mathématiques, de la physique qui leur permet d'aller très haut, mais en prépa économique et commerciale, c'est souvent de la méthode qui permet de réussir. D'ailleurs, c'est aussi l'image qu'ont les HEC, on va voir des HEC, on dit mais c'est pas des gens si smart que ça. Bah ouais, parce que ceux qui y vont sont ceux qui ont travaillé avec le plus de méthodes, pas forcément les plus intelligents. Et je me permets de rappeler ce que disait Philippe Cotias, qui travaille à HEC, qui travaille d'ailleurs toujours à HEC, qui nous avait accueillis en nous disant attention, le concours n'est pas une passoire à cons, et donc parmi cette promo HEC, il y a plein de cons qui ont réussi le concours, mais des cons structurés, organisés, méthodiques. Donc tout le monde peut réussir le concours. Bref, l'aventure commence, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter sur nos réseaux, on se fera un plaisir de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.